Bonjour, alors nous voilà arrivés maintenant à la troisième étape, à l'unité 3, après avoir vu Monteverdi assez brièvement dans la première unité. J'ai passé en revue ce fameux enchaînement, donc je vais continuer aujourd'hui, ce fameux enchaînement de tonique à dominante avec chromatisme ou sans chromatisme, avec retard ou sans retard, avec sixte augmenté ou sans. J'aborde maintenant quelque chose qui ne va pas apporter des éléments fondamentalement nouveaux, mais qui est une exemplification. J'essaie d'élargir un peu les exemples et je fais un petit tour vers l'Angleterre pour présenter deux compositeurs. On va présenter, je ne vais pas vraiment les présenter, mais simplement je montre l'enchaînement. On les trouve bien chez ces deux compositeurs, dont un des deux est très connu d'ailleurs. Celui-ci est John Blow. John Blow est un compositeur, donc les deux dont je vais parler, John Blow et Henry Purcell, sont des compositeurs de la seconde moitié du XVIIe siècle, donc la même période que Corelli, dont je parlais précédemment dans l'unité précédente. Là, ce compositeur, j'indique ses dates, il est né, je ne l'écris pas parce que je n'ai pas beaucoup de place, on le fera peut-être apparaître sur l'écran, c'est 1649, donc pile, peut-on dire, à la moitié du XVIIe siècle. L'année 1649 a été une année très importante pour l'Angleterre, puisque c'est l'exécution du roi Charles Ier, donc la fin d'une monarchie qui ressuscitera après, bien sûr. Mais enfin, voilà, donc 1649, la moitié du XVIIe siècle, et il est mort, il a débordé un petit peu sur le XVIIIe siècle, je crois, ça aussi il faudra que je vérifie sur mes notes, mais bon, je pense que c'est 1708, donc on voit bien que Corelli c'était la même période, Corelli c'était 53, 1653, là c'est 49, c'est vraiment la même période, Corelli était allé jusqu'à 1713, là c'est 1708, et Purcell, ça sera la même chose. Purcell est un petit peu plus jeune. Ce sera non pas Blow est né en 49, Purcell est né en 59, 1659, et mourra au XVIIe siècle. Donc il a une vie plus courte. Je crois qu'il est mort en 95, donc il n'a pas vu le XVIIIe siècle. Voilà, j'ai placé historiquement ces deux compositeurs très très importants. Et j'avais déjà fait allusion à la forme. Quand j'avais présenté cet enchaînement, je le redis aujourd'hui parce que c'est un exemple de ça, qu'on n'a pas trouvé chez Corelli par exemple, c'est de prendre cette basse, cette fameuse basse chromatique que je montre brièvement ici, je la remontrerai un peu plus en détail. On est en Ré mineur avec le bémol à la clé, on part sur la note Ré, et on va de Ré, Do, donc Do, 3 Do, dièse, bécard, Si, bécard, bémol, La, et on arrive à La. Donc on a bien franchi, encore une fois, le tétracorde supérieur de la gamme, et ici on a bien le chromatisme, on a bien un seul Ré, un seul La, une tonique, une dominante, mais deux fois le Do sous sa forme dièse puis bécard, et deux fois le Si sous sa forme bécard puis bémol. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette basse, désormais, sera une basse qui reviendra constamment, un petit peu comme on les voit dans les chaconnes ou passacailles. Et là, le terme anglais est ground. Ground qui signifie, enfin tout le monde le sait plus ou moins en tout cas, c'est ce qui est le sol, l'endroit où on marche. Et là, c'est l'endroit où on marche musicalement, peut-on dire, c'est-à-dire la basse, à partir de laquelle vont s'étager les autres voix. Mais ce fameux ground ici est une forme musicale qui consiste à répéter toujours la même basse. Et les Anglais particulièrement, pas que les Anglais, puisqu'on va le trouver chez Bach, pas si souvent que ça, mais on va le trouver chez Bach bien sûr, mais les Anglais ont été particulièrement des amateurs de cette écriture, on le trouvera chez Purcell. L'exemple que je donnerai, c'est aussi la même chose. Voilà. C'est un 3 temps. Alors, je vais montrer simplement, je ne vais pas trop épiloguer, je vais simplement montrer que ici on a un accord de quinte. Je n'ai écrit, c'est à 4 voix, donc il y a 3 cordes, c'est une petite séquence. Ah oui, non, je n'ai pas donné, pardon, j'ai pas donné la référence, c'est un opéra de John Blow qui s'appelle Vénus et Adonis. Voilà. Et ça, c'est un intermède en quelque sorte, il n'y a pas de chant dans ce passage-là, c'est un passage instrumental, donc un genre d'intermède à l'intérieur de l'opéra. Donc on a ça, et ce que je veux dire aussi, que je n'oublie pas, c'est que ce motif de basse est répété 10 fois, ce qui est important, hein, parce que c'est pas si court que ça. Entendons-nous bien, la basse va jusqu'ici, c'est pour ça que je l'ai écrite. Je ne vais pas parler de ça,
mais je l'ai écrite pour qu'on voit la basse intégrale. Donc on part de Ré et on arrive sur Ré. Ici, on a la cadence parfaite. Mais le chromatisme concerne bien, une fois de plus, je le redis et je le réaffirme, la section du tétrachorde supérieur de Ré à La. Mais à partir du moment où on a La, la ligne mélodique procède plutôt par chromatisme. Ici, on a un petit chromatisme qui est un emprunt à Sol. On est bien d'accord qu'on est en Ré mineur. Là, c'est la corde dominante. Et puis là, c'est la corde tonique. Ici, c'est une sixte. Ça n'a pas l'air, mais c'est une sixte. Et là, c'est une sixte aussi qui pourrait être 6-5 barré. Ça n'est pas le cas, mais il y a un Do qui passera dans les voix, etc. Ce motif de basse est redit 10 fois, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça sera le cas dans ces nombreux grandes organes. Autre petite remarque sur la métrique, sur la mesure. Ça correspondrait, les deux noirs ici, à une blanche. Et ça, c'est une note unique, une noire. Et ici, c'est inversé. C'est une noire et une blanche. Voilà. Donc, je tenais à faire remarquer, c'est tout. Alors, autre chose que je fais remarquer, maintenant, ça n'était pas vraiment le cas chez Corelli. Alors attention, parce que là, oui, effectivement, j'aborde un élément nouveau. Oui, je crois que là, il faut y faire attention, parce que son développement sera important, on va le trouver chez Bach notamment. C'est qu'on n'a plus, on va commencer à avoir ici, enfin, c'est pas en quelque sorte un progrès, on l'avait déjà chez des gens comme Cavalli, dont j'avais parlé, hein, donc c'est pas une innovation, je suis pas en train de dire quelque chose de nouveau qui se passe, mais dans ce que je montre moi ici, on voit un soprano, un alto et un soprano, déjà ils sont à 4, hein, il y a 4 parties déjà et pas 3, qui se promènent, c'est-à-dire que j'ai la corde sixte, j'enlève mes petites valeurs ici, j'ai la corde sixte, une fois de plus, je crois qu'on le sait parfaitement bien, la corde sixte, c'est une basse avec une tierce et une sixte, c'est-à-dire l'accord est bien Do dièse Mi La, donc ça c'est la sixte, le La, et ça c'est la tierce. Ce que je veux faire remarquer, c'est que dans cette section où j'ai Do et toujours Do, le chant commence à s'ébaucher de cette manière, où le chant souvent sera ici la tierce puis la sixte. Voilà, je voulais le dire. C'est très important parce que après on va très souvent avoir, par exemple, je le remontrerai en l'écrivant, mais j'ai par exemple Ré, Do dièse, Do bécard, Si bécard, Si bémol, La. Si je vais me retrouver souvent, je le dis dès aujourd'hui, je le développerai en parlant des fugues de Bach, on va trouver ce motif dans des fugues, où il constitue le sujet ou le contre-sujet, et dans un prélude. Mais n'anticipons pas, simplement ce que je veux dire, c'est que des fois, on va se retrouver, j'ai bien montré qu'on était à 3 voix, mais des fois on va se retrouver chez Bach notamment à 2 voix simplement. Et la voix du dessus, la basse étant toujours la même, progressant toujours, Ré, Do dièse, Do bécard, etc. Mais la voix dessus s'amusera en quelque sorte à remplir le rôle de 2 voix, en passant une fois à la tierce puis à la sixte. Donc on aura des choses de ce genre. Mais je le développerai le moment venu. Je le dis simplement rapidement, parce que c'est déjà une ébauche de ce propos. Donc voilà la basse. Do dièse, Do bécard, voilà, donc ça va faire par exemple Ré, Fa, à 2 voix, le Fa descend sur Mi, et au moment du bécard, voilà, chante là, donc quand c'est Mi c'est la tierce, au moment de l'abaissement chromatique, Do est toujours Do, que ce soit dièse ou bécard c'est toujours Do, donc j'ai la tierce, puis la sixte, par exemple avec Si bécard j'ai la tierce, Si bémol la sixte, voilà, je peux avoir ensuite toutes les formules inverses, je peux avoir sixte, tierce, sixte, tierce, tierce, par exemple, etc. Voilà. C'est ça que je veux montrer, parce que ça, nous en parlerons le moment venu, à propos de Bach surtout, mais on l'a déjà ici. Alors maintenant, je ne vais pas recopier 8 tableaux. Ce serait vraiment fastidieux, même pour moi, pour le coup, d'écrire, mais ce que je veux montrer, j'en parlerai, j'invite tout le monde à regarder sur Internet, je ne sais pas si on trouve, j'imagine qu'on trouve, puisqu'on trouve tout. Mais de trouver ce grand extrait de l'opéra de Blow, où à chaque fois, évidemment, à chaque réapparition de la basse, ici on voit, je l'ai noté pour, ça n'a pas grande importance, mais la basse est assez grave, et là, arrivée ici, elle est prise une octave au-dessus. Bon. Donc elle se déroule incessamment la même, toujours la même, 10 fois la même, mais évidemment le chant n'est jamais le même. Et c'est ce qui est une variation aussi. Hein.
Et la tendance générale, c'est aller vers une forme qui est quelque chose d'universel dans la musique. Je ferai une allusion à des musiques extra-européennes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on commence dans des valeurs relativement lentes, enfin c'est pas lent, ce sont des noirs, enfin une note, parce que ça n'est pas un mouvement très rapide, une note à chaque temps, après apparaîtront les croches, après apparaîtront à l'occasion d'une autre variation les formules pointées, c'est-à-dire croche pointée double, tam, papa, papa, puis des doubles croches, etc. C'est ce qu'on trouvera par exemple chez Beethoven, où les variations, c'était déjà le cas, ça a toujours été le cas en fait, hein. Dans la grande Passacaglie et fugue de Bach, c'est pareil. On a déjà, dans un premier temps, les premières variations sont plutôt dans des valeurs, pas forcément longues, mais en tout cas des valeurs comme des noirs, des blanches, puis après on aura des croches, des triolets, des doubles croches, voire des triples croches. C'est le cas des grandes variations beethoveniennes, et je signale que c'est quand même quelque chose d'universel qui dépasse largement, de très très loin, le cadre de la musique classique européenne tonale, puisqu'on va trouver ça, par exemple, bon, j'ai cet exemple qui me vient en tête parce que je le connais un petit peu quand même, hein, dans les improvisations de Nusrat Fateh au Pakistan, où finalement ce sont des variations, il improvise, il improvise, il improvise, et quand il commence, je donnerai la référence, hein, parce que c'est intéressant de le voir, il commence sur des valeurs longues, voire très étirées au début, et puis petit à petit, la musique, les valeurs deviennent de plus en plus brèves, jusqu'à, dans les dernières variations, ce ne sont pas des variations strictes à ce sens-là, hein, mais c'est un développement continu du chant, où le chant devient de plus en plus virtuose, les valeurs de plus en plus brèves, jusqu'à être extrêmement brèves, avec des vocalises très rapides. C'est quelque chose d'universel, voilà, je voulais le montrer. Voilà, je montre simplement ça. Je vais quand même jouer la partie supérieure. Je prends le texte que j'ai là, je joue une fois la basse, alors donc on a ces trois temps avec ces petites irrégularités, enfin qui évoluent évidemment. Do béta, si béta, si béta. Voilà, et puis maintenant on va se diriger vers la cadence Fa. Basse soprano, j'ai ça. 6, 7, 6. Repos sur dominante. Voilà, et la phrase repart. Etc. etc. Je montre aussi une petite chose. J'ai aussi, je l'ai dit oralement en le jouant, j'ai bien le 7-6 ici, qui n'est pas le cas avant. J'ai bien le 7-6, parce que le fait de monter sur le La est réattaqué ici, donc j'ai 7-6. Voilà. Je vais simplement montrer un autre extrait comme ça très brièvement pour donner une idée. Par exemple celui-ci, voilà, je joue brièvement, je joue des très courts extraits, je joue le soprano, ici j'ai Ré à la basse. Alors j'ai par exemple La, Sol, Fa, Ré, La, alors ça c'est la sixte. Et puis là j'ai la septième qui ne se résout pas sur le Sol mais qui va sur le Ré. Voilà, bon, c'est pas d'un intérêt, enfin si c'est très beau évidemment, je minimise pas ça, mais voilà, je montre par exemple la quatrième. Hein. Etc. Par exemple la cinquième a des valeurs brèves. Voilà, c'est pour donner une idée que c'est varié. Bon, j'arrête là, parce qu'on pourrait
je pourrais être très long, mais c'est pour montrer ce que c'est que la variation. J'invite tout le monde à s'intéresser à la grande passe à cahier fugue de Bach, qui n'est pas du tout sur cette passe-là, pas du tout, mais pour comprendre un peu la notion de basse qui se répète constamment et de variation. Voilà pour John Blow, c'était une simple petite présentation, une simple petite réaffirmation de cet enchaînement. Voilà, donc je signale un autre exemple, je donne un autre exemple, qui lui est extrêmement connu, c'est le dernier air, la dernière aria de l'opéra Didon et Aîné de Purcell. Je signale quand même, ça me tient à cœur, donc j'en parle, je vais en parler brièvement, je vais simplement y faire allusion, à Didon et Aîné. Didon et Aîné, il faut savoir quand même que c'est une allusion, enfin c'est plus qu'une allusion, le texte est pris dans l'Énéide de Virgile. L'Énéide de Virgile est un des textes les plus importants, n'ayons pas peur des mots, de toute la culture européenne, avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Bon. Donc dans le monde latin, il y a cette Énéide de Virgile qui raconte le voyage de Énée en Méditerranée, un peu dans l'idée du voyage d'Ulysse en Méditerranée, qui venait du même endroit d'ailleurs. Ulysse qui revenait de la guerre de Troie et qui retournait à Ithaque, ça c'est dans l'Iliade et l'Odyssée, je fais allusion tout précisément au deuxième poème qui est l'Odyssée. Eh bien, Énéide, c'est un petit peu une réminiscence de ce voyage d'Ulysse qui a été plein d'embûches en Méditerranée, pour finalement arriver au bout d'un voyage de 10 ans en Méditerranée, où il a été retenu, où il a subi beaucoup d'épreuves. Là, de la même manière, Énée subira beaucoup d'épreuves. Et Énée est un des héros de la guerre de Troie, c'est un Troyen, donc un vaincu. Troie est détruite, comme c'est raconté donc, dans l'Iliade et l'Odyssée. Troie est détruite, et Énée va fonder, et c'est pour ça que c'est très important, on peut dire, n'ayons pas peur des mots, encore une fois, qu'il va fonder l'Occident, l'idée d'Occident, puisqu'il va fonder Rome. Tout ça est purement mythique, évidemment. Dans la légende romaine, l'origine de Rome Rome aurait été dans sa période extrêmement ancienne. On ne parle pas là de l'apparition de la ville de Rome dans l'histoire qui remonte à l'année 753 avant Jésus-Christ. Là, on parle de l'ancienne Rome archaïque qui l'a précédée de très loin et qui aurait été fondée par Énée, puisque comme tout le monde le sait, Rome a été fondée par Romulus et Rémus, donc en 753 avant Jésus-Christ. Mais là, ce sont les ancêtres extrêmement lointains, tellement lointains qu'ils sont tout à fait mythiques. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'y tiens quand même. C'est quand même une des images les plus importantes dans tout l'opéra, hein, dans toute l'histoire de l'opéra, y compris dans des œuvres qui ne le citent pas. Mais, alors je continue, je finis mon propos sur Énée. L'Énéide de Virgile. Dans l'Énéide de Virgile, il y a le 4e chant de l'Énéide, qui est très important dans l'imaginaire occidental. Je raconte, si j'ose dire, l'anecdote, c'est que il y a un grand amour entre Énée, mais c'est symboliquement très fort et très important, entre Énée et la reine de Carthage, qui est Didon, d'où le titre Didon et Énée. Didon et la reine de Carthage, ce sont des Tyriens, ce sont des Phéniciens. Carthage est une ville phénicienne fondée par des Orientaux, donc. La ville de Carthage était dans l'actuelle Tunisie, et il y a eu ce conflit après, dans les années qui ont suivi la fondation de Rome, loin après, les fameuses guerres puniques. Donc tout ça dans l'imaginaire romain, latin est très important. La ville de Carthage est très importante. Elle a fini par être détruite à l'issue des guerres puniques.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet immense amour, qui est un des modèles de l'amour dans l'imaginaire occidental entre Didon et Énée, Énée, d'une certaine manière, trahira Didon, car il la quittera, il partira avec sa flotte de Carthage pour aller fonder Rome en Italie. Et elle en concevra un désespoir complet. Et c'est cette ère-là, cette ère parle du désespoir, de la tristesse, de l'affliction de Didon au départ d'Énée. Et elle se suicidera en se jetant dans un bûcher. Voilà. Et ce que je disais, je reprends mon propos précédent, c'est que de nombreuses œuvres occidentales, y compris celles qui ne le citent pas du tout, qui n'y font pas la moindre allusion, sont imaginativement rattachées à la déploration de Didon. Par exemple, je pense à une pièce que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je n'en ai aucune preuve. Hein. Personne ne me l'a jamais dit et personne ne le dit, donc je le dis, c'est mon sentiment personnel, que par exemple la fantaisie en ré mineur de Mozart, comme son quatuor en ré mineur, sont un petit peu à l'image de la mort de Didon. Donc c'est bien le 4e chant de l'Énéide. Je fais allusion aussi à un autre texte qui est bien connu, c'est les Troyens de Berlioz, l'opéra Les Troyens de Berlioz, opéra assez rarement représenté, mais Berlioz qui était très virgilien, qui connaissait Virgile, comme tous les gens au XIXe siècle d'ailleurs, tous les gens de culture au XIXe siècle, Berlioz raconte dans ses mémoires sa lecture de Virgile, et ce fameux 4e chant, et bien ce 4e chant est à nouveau évoqué au XIXe siècle dans l'opéra qu'il a lui-même écrit. Enfin, bien sûr qu'il a écrit la musique, mais il a écrit aussi le texte, un peu comme fera Wagner, d'après ce chant 4 de l'Énéide de Virgile. Je tiens beaucoup à dire tout ça, parce que j'aurai l'occasion après, quand j'évoquerai dans les unités d'après, toujours pour parler de cet enchaînement et cette base chromatique. Cette base chromatique est typiquement le chromatisme en général, d'ailleurs chez Bach on va le voir beaucoup, est l'expression de la douleur, il faut quand même le savoir. Bon. Et il y a deux formes, évidemment la douleur humaine, c'est-à-dire l'affliction, elle est toujours la même, elle est humaine, mais il y a quand même deux images qui vont être extrêmement importantes, qui sont deux femmes très emblématiques. L'une est Didon et l'autre est tout simplement la Vierge lors de la crucifixion du Christ. Et par exemple, dans le Stabat Mater, c'est ça qu'on voit. Dans le Crucifixus de la messe en si de Bach, là il ne s'agit pas de la Vierge elle-même, mais de la crucifixion. C'est encore cette base chromatique. Donc finalement, ce sont ces deux images qui vont être si importantes, et je tiens à le dire parce que, encore une fois, je tiens à inscrire, si je peux dire, mon travail d'écriture, qui est un travail technique, on parle d'altération, on parle d'intervalle, on parle d'accords, on parle d'enchaînement, on parle de règles d'enchaînement, on parle de tonalité, de modulation, tout ce que nous étudions, mais j'invite tout un chacun à ne pas rester purement technique, mais à bien inscrire tout ça dans la culture dont est issue cette technique. Il ne faut pas, si j'ose dire, flotter hors sol. Hein. Tout ça est inscrit dans une culture et des impressions extrêmement fortes que tous ces compositeurs qui ont écrit ces enchaînements, tous ces compositeurs en étaient profondément imprégnés. Et Bach, évidemment, dont je parle si souvent, le plus encore, bien sûr, mais Purcell, c'est exactement la même chose, simplement ici, c'est cette image de l'Antiquité et de ce poème immense qu'est l'Énéide de Virgile. Voilà, cette petite parenthèse étant posée, peut-être un peu longue, qu'on m'en excuse, mais je tenais à la faire. Alors maintenant, la voilà, cette basse. Eh bien, ici, je ne vais même pas écrire le soprano, simplement, on la voit bien. Je vais simplement signaler deux choses. C'est qu'on va ici sortir légèrement, et ça me sera aussi un moyen pour moi de parler d'une écriture légèrement différente. Donc déjà, on commence à s'acheminer vers des éléments nouveaux et différents de l'harmonisation de cette basse. Ici, cette basse, comme je l'ai montré, c'était toujours des sixtes, hein, on est bien d'accord, etc. Voilà ici le départ sur tonique, l'arrivée sur dominante, chiffré dièse, accord, ré, fa dièse là. Bon, eh bien, on est bien d'accord qu'ici on avait sixte, 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 sixte. Eh bien ici, comme on va le trouver chez Bach justement,
j'en parlerai le moment venu, eh bien ce n'est pas une sixte, enfin c'est quand même une sixte, hein, d'ailleurs, ceci dit, je l'ai écrit, mais c'est pas n'importe quelle sixte, c'est une sixte avec sa quinte diminuée, c'est-à-dire un accord de dominante. C'était déjà un accord de dominante quand on avait fa dièse la ré, de toute façon c'est bien un accord de dominante, mais là il va y avoir le do en plus, c'est-à-dire quelque chose qui va être plus tonal encore, qui va marquer encore plus, c'est-à-dire l'utilisation de l'accord de septième de dominante. Et ici, ce fa bécard, évidemment, on le comprend facilement, c'est que quand j'avais, j'insiste un petit peu là-dessus, quand j'avais l'accord de sixte pur et simple, fa dièse la ré, eh bien, je mets des rondes pointées, quand le fa s'abaisse, c'est le même accord, c'est toujours l'accord fa la ré. Simplement, dans un cas, le fa est dièse, et dans l'autre, le fa est bécard. Dans un cas, l'accord est majeur, puis il devient mineur par abaissement de la basse. Voilà. Mais à partir du moment où j'introduis l'accord de dominante avec la septième, qui est en fait la quinte diminuée, le do, je ne peux plus abaisser chromatiquement en laissant ça comme ça, si j'ose dire, en plan, parce que l'accord fa bécard, la, do, ré n'existe plus, si je dis. Bien sûr qu'il existe, mais il n'a plus du tout sa place ici. C'est un accord, c'est-à-dire que la dominante peut éventuellement, je peux l'exprimer différemment, la dominante peut éventuellement être mineure, comme je l'ai montré dans ce cas-là, mais elle ne peut pas être mineure si elle a sa septième. Hein. Comme je l'ai dit, j'en profite pour le redire. Voilà aussi un point sur lequel j'insiste. Je reviens à une notion que j'ai exprimée dans le deuxième chapitre, et peut-être même dans le premier d'ailleurs. J'ai dit, je le redis aujourd'hui, je le reformule précisément, que quand je compare la tonalité majeure et la tonalité mineure, voilà un très bon exemple pour le réaffirmer. J'ai trois accords principaux, trois accords qui vont beaucoup m'intéresser, c'est tonique, sous-dominante, dominante. Et je disais que en majeur, l'accord de tonique est majeur, et en mineur, l'accord de tonique est mineur. Je disais de la même manière, le statut sera exactement le même pour l'accord du quatrième degré. L'accord de sous-dominante, en effet, il est majeur en majeur et mineur en mineur. Donc, je redis, accord de tonique, accord de dominante sont tous les deux majeurs en majeur, mineur en mineur. Pourquoi? Je l'avais aussi bien dit, et je crois que c'est extrêmement évident, parce que leur tierce, quand je suis en do, do, mi, sol, le mi, et bécard en majeur, bémol en mineur, et le la tierce de l'accord de fa, est la bécard et la bémol, donc on comprend bien à partir de là que ces deux accords ont le même statut. Et je disais, par opposition, que l'accord de dominante, lui, avait un statut différent parce qu'il était toujours majeur. Mais je disais, et j'y reviens aujourd'hui, c'est que certes sa tierce est majeure, mais il y a un élément qui est totalement lié, concomitant, je peux dire, totalement lié au fait que la tierce majeure, c'est qu'elle est une septième. Donc ça n'est pas simplement le fait, on dit, il faut le dire, je le dis moi-même, l'accord de dominante est majeur, aussi bien en majeur qu'en mineur. Mais ça n'est pas tout. À la tierce majeure s'allie la septième, d'où le fameux chiffrage 7+. Voilà, donc maintenant je reviens à cet élément-là. Une dominante, un accord simple de dominante peut être majeur, il peut être éventuellement mineur quand il est renversé, qui ne fait que passer. Mais s'il a sa septième, la septième confirme la tierce majeure, confirme le fait que la tierce soit la sensible. Donc je ne peux pas avoir une septième avec une tierce qui serait mineure, ou bécard, ou peu importe le contexte. Parce que ça donne un accord qui est une septième d'espèce et qui n'a plus rien à voir avec la dominante. Donc à partir du moment où le compositeur, c'est le 4 Purcell, introduit 6-5 barrés, à l'abaissement du fa dièse en fa bécard, je ne garde pas, et donc qu'est-ce qu'il écrit ici? Il écrit plus 4. Ça, c'est-à-dire une dominante de do. Une dominante, j'ai un enchaînement tonique dominante, j'enlève ça, je crois que c'est assez clair, j'enlève ça. On a donc du coup un enchaînement tonique dominante en do ici, puisque nous sommes en sol mineur, donc en do mineur, qui en fait, c'est un peu drôle évidemment, en do mineur, mais en fait qui est majeur à l'attaque, puisque subissant la contrainte du chromatisme. Voilà. Donc j'espère avoir été clair, et je montre ici donc l'introduction je vais faire une autre petite remarque, l'introduction de la septième et donc la modification de l'harmonie. Voilà. Autre chose, je fais remarquer aussi, ça sera très intéressant, j'invite tout le monde à y faire très attention, à le noter dans un petit coin là ou par écrit. De toute façon, ça aussi, j'ai déjà dit, je le redirai beaucoup.
La sensible, il faut le redire, la sensible est une note à mouvement obligé qui est censée monter sur la tonique. Eh bien, quand elle ne le fait pas, généralement, c'est qu'elle s'abaisse chromatiquement. En effet, on voit bien, de toute façon, on connaît bien cet enchaînement, la sensible ne monte pas sur la tonique sol, mais elle s'abaisse chromatiquement. Hein. De Fa dièse, elle devient Fa bécard. En ut, de Si, elle deviendrait Si bémol. Et son abaissement chromatique fait que cet accord-là, désormais, est aussi une dominante. Donc on enchaîne une dominante à une autre dominante, et cette dominante est forcément un +4 qui est appelé à descendre. Voilà. Je pense avoir été assez clair. Alors je vais jouer cette basse. Bon, je l'ai déjà beaucoup joué. Je l'ai joué pour Corelli en Si mineur, je l'ai joué en Mi mineur, je l'ai joué en Fa dièse mineur pour Corelli, je l'ai joué en La mineur pour Cavalli. Là, je l'ai joué en Ré mineur pour John Blow. Là, on est en Sol mineur pour Purcell. Je la joue, je ne vais pas faire l'harmonie tout de suite, je vais refaire une autre petite réflexion. Alors la voilà, on a aussi ici le 3 temps, brève, longue, c'est-à-dire c'est à 3, 2, 3 blanches, donc la valeur totale de la mesure est la blanche pointée, la ronde pointée. Donc j'ai bien ça, et voilà, et ici j'ai cadence. Avant de m'occuper de l'harmonie, de jouer ça, simplement ça, je m'en tiendrai à ça, je signale une autre petite chose qu'on avait dans John Blow. Alors, je le fais remarquer, que chacun se reporte à John Blow. On a ici quelque chose qui fait ce rythme-là, qui est un peu un rythme cardiaque d'ailleurs. Mais là, il est différent. J'ai brève, longue, brève, brève, longue. C'est dans la section cadentielle, quand on va de dominante à tonique. Le vrai enchaînement dominante-tonique étant à l'extrême fin ici. Mais tout d'un coup ici on a un rythme différent et je ne pense pas me tromper, ce que je dis est légèrement flou, donc que chacun le prenne comme ça n'est pas une affirmation catégorique, mais on a déjà ici là on entend bien l'aspect 3 temps, c'est-à-dire pam, 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 on est bien d'accord. Mais ici, on a quelque chose où on aurait finalement un rythme qui serait ronde. Ça serait comme une ronde, et la note d'arrivée. C'est-à-dire que dans un contexte par 3, on a tout d'un coup un contexte par 2. C'est-à-dire qu'on a 1, si je compte les temps, je dis bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc cette introduction d'une mesure, c'est-à-dire qu'on pourrait pratiquement modifier les barres de mesure comme je l'ai fait en rouge ici, cette modification de la mesure en non plus de rythme mesure par 3 valeurs, mais là par 2, s'appelle une hémiole. Il faut le savoir, ça. Alors là, à mon avis, c'en est une. Mais ce n'est pas vraiment 3 rondes, ici il y a 2 blanches. Donc cette hémiole n'est pas si hémiole que ça peut-être, et peut-être que certains diront non, ce n'est pas une. Je ne sais pas, je ne vais pas trancher ça, je pense que ça en a tout l'air. Voilà, je voulais le signaler, parce que l'hémiole, après, est une chose très très importante dans la musique du XVIIe siècle, chez tous les compositeurs, chez les Anglais, chez les Français, chez Gulli, par exemple, il y a des hémioles systématiquement quand on est à 3 temps, dans la formule cadentielle en plus de ça. C'est pour ça que ça m'induit encore plus à penser que c'est peut-être une hémiole, c'est que c'est dans la cadence. Généralement, on a ta, patati, patata, 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 patata dans la formule cadentielle. Le compositeur ne change pas les barres, mais pratiquement, on pourrait les changer. De la même manière qu'on pourrait compter, je suis un peu long, on me pardonne, on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, etc. C'est-à-dire qu'on peut continuer à compter à 3, mais il n'est pas mauvais de compter à 2 ici. Je me suis un peu emmêlé, et j'entendrai facilement ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, j'insiste un peu, je suis un petit peu lourd pour bien faire entendre ça. Voilà. Et le passage du 3 au 2, c'est typique de l'hémiole et des sections cadentielles, surtout au XVIIe siècle, mais aussi, allez, je le dis, puisque je ne vais pas trop développer ça, mais finalement encore au XVIIIe siècle, chez Bach, il y en a évidemment, et puis finalement, on va les trouver chez des gens, mais pour des raisons peut-être un petit peu différentes. On va en trouver chez Schumann et on va en trouver chez Brahms.
Brahms, particulièrement, était amateur de ça. C'est-à-dire qu'il écrivait des mesures à 3 temps, par les liaisons et par les valeurs. Finalement, c'était 2 temps plaqués sur 3 temps, avec par exemple une basse à 3, ta, pa, ti, ta, pa, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta, etc. Mais sans que ce soit noté, c'est pas tout simplement parce qu'il y a des blanches ou qu'il y a des 2 en 2. Bon, je ne développe pas, mais que chacun s'intéresse à l'émiole, je pense que c'est un sujet intéressant, qui de toute façon est très important dans l'histoire de la musique. Maintenant, je fais entendre cette harmonie ici. Alors, l'harmonie que nous connaissons bien serait Sol, Si bémol, Ré, accord de tonique ici. Éventuellement, on monterait sur la sixte, comme on l'a déjà fait. Et puis j'aurais une sixte, accord mineur, une sixte, accord mineur, et la dominante. Or ici, j'ai ça. Il y a même les basses octaviées là. Il écrit pour clavecin, il écrit bien basse et clavecin. Je disais la basse continue, c'était la basse, essentiellement le violoncelle ou la viole de gambe. Et le clavecin. Mais ici, le clavecin, c'est lui qui l'écrit, je ne l'ai pas écrit, ça aurait été un peu lourd sur le tableau. Il écrit la basse en octave. Donc il écrit clavecin et il écrit octave. Donc il écrit ça. Voilà, c'est Didon qui rentre en scène. Là, la basse est seule, c'est intéressant. C'est que ça commence par la basse énoncée toute seule, sans chiffrage. C'est-à-dire que c'est simplement ça. Et après, Didon entre et elle chante, évidemment, sa lamentation, pourrait-on dire. Alors, je fais entendre, pas le texte pour les dans l'oreille, quand ce sont les sixtes. Sol avec sixte, Fa dièse sixte, Fa bécard, ça ne change pas, Mi bécard sixte, Mi bémol, dominante. Et bien là, je ne joue pas en rythme, hein, je ne joue pas en mesure. Hein. Je fais bien entendre ça, j'ai ça. Alors ça c'est l'arrivée de la phrase précédente, maintenant on commence. Tonique, 6, 5 barrés, c'est pas simplement Fa dièse, La, c'est Fa dièse, La, on a bien ça. Et puis... On entend bien ici tout le côté dramatique déjà beaucoup plus développé que dans les exemples de Corelli. Là on est déjà vers quelque chose d'assez fort. Ah oui, je disais, évidemment ça me revient là maintenant, puisque je faisais allusion à propos de Didon, j'ai un peu de la suite dans les idées concernant ce sujet, c'est que ça m'est personnel, je pense pour la fantaisie Henri Miller de Mozart, que l'image de cette déploration, pourrait-on dire, est celle de Didon, et comme par hasard, effectivement, moi je l'avais cité lors du petit chapitre de l'unité sur les sixtes augmentés, j'avais cité cet enchaînement chez Mozart. Hein. On a cet enchaînement, hein. C'est très intéressant. On a déjà ici cette épaisseur du grave en octave, cette noblesse. Hein. Parler de noblesse ici, puisque évidemment quand on se reporte à l'Énéide, quand on se reporte au texte, Didon se comporte comme une reine, c'est la reine de Carthage, donc elle a un comportement qu'on trouve dans la poésie épique, qui est un comportement qu'on trouve dans la tragédie, après par exemple chez Racine, c'est-à-dire que c'est le personnage qui incarne la noblesse, et donc la noblesse blessée, puisque lui s'en va et l'abandonne. Il y a une sonate de Clementi qui s'appelle Didon abandonné, par exemple. Hein, mais les exemples, on pourrait les multiplier. Hein. Didon abandonné, oui, c'est une sonate de Clementi, une grande sonate de Clementi qui n'a rien à voir avec les petites sonates qu'on fait jouer, qui sont très belles d'ailleurs, mais là, c'est une grande sonate de Clementi qui date du début du 19e siècle. Et on est tout à fait dans cet état d'esprit. Voilà pour cette citation de Purcell. Je proposerai après en complément un troisième compositeur dans cette même unité, qui lui aussi est anglais tout en n'étant pas complètement anglais, c'est quelqu'un d'origine allemande, mais qui a effectué sa carrière en Angleterre, qui a écrit en anglais, c'est-à-dire il a écrit beaucoup en italien, des opéras italiens, écrit donc en italien, mais ses oratorios, c'est le grand compositeur d'oratorio, c'est Handel, et donc un des oratorios les plus connus est Le Messie, qui est écrit en anglais en effet.